Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de santé et de plus précisément de santé mentale, dans le domaine de la recherche scientifique avec un article de Carly Bush sorti, cette année, heu, dans la revue Nature Biotechnology. Alors, il faut savoir qu'en termes de littérature scientifique sur le sujet de la santé mentale chez les chercheurs et très souvent sur les jeunes chercheurs, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on commence à avoir, des publications régulières sur le sujet, avec des données empiriques qui sont parfois quelque peu descriptives, mais ça a sa vertu, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux, de la situation. Alors on pourrait se demander pourquoi spécialement cet article-là, si ce n'est qu'il est récent? En fait, il y a 2 grands points qui m'ont amené aujourd'hui à vous le proposer. D'une part, très souvent dans les articles scientifiques sur ce sujet, on va avoir un état des lieux descriptif et ensuite on va, mentionner des facteurs liés, au contexte de travail, au contexte culturel, qui vont amener les chercheurs et les jeunes chercheurs à développer des problèmes de santé, mentale, de santé psychologique, notamment tout ce qui est stress, anxiété et dépression. Sans lien, de causalité, en fait, entre ces facteurs qui sont incriminés et les données observées. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de l'interprétation, de l'hypothèse. Ici, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a des données empiriques, concernant le lien entre les prédicteurs qui sont soupçonnés et la santé mentale des chercheurs. À côté de ça, autre point que j'ai trouvé très intéressant et qui motivait un peu de présenter cet article-là, c'est le fait que les auteurs procèdent à une examination de l'impact, d'aspects bien précis, de la recherche et de l'activité d'enseignement sur la santé mentale. Donc là, on va un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des grandes classes de facteurs qui peuvent impacter la santé mentale, on va dans le détail de qu'est-ce qui, dans l'activité même de l'enseignant-chercheur, donc dans les activités de recherche, dans les activités d'enseignement, vont impacter négativement la santé mentale. Alors en termes de méthode, pour passer assez rapidement, parce que, vous verrez que c'est un article qui présente énormément de résultats et d'ailleurs on va pas les passer tous en revue dans le détail, mais on va les prendre dans leur ensemble. En termes de méthode, les auteurs sont partis d'une étude précédente, qui procédait à des interviews de jeunes chercheurs et d'étudiants sur la question de la santé mentale, sur les déterminants de leur santé mentale. Puis ils ont, créé un questionnaire sur cette santé mentale et donc ce sont les résultats de l'administration de ce questionnaire que les auteurs, présentent ici. Donc ce questionnaire, il a été, soumis à plus de 2 000 participants et ici, on a un mix entre des étudiants en master. Alors ce sont des étudiants en master, en anglais on dit thesis based, donc on se rapproche de ce qu'on pourrait dire, c'est les masters recherche, en France. Donc vraiment tournés vers la recherche et c'est vraiment une voie de préparation à la thèse. Donc on a une partie de l'échantillon qui est, composée d'étudiants en master, qui représente un petit peu plus de 20, 20-22 de l'échantillon et tout le reste, donc dans les 78, ce sont des doctorants issus de 142 institutions américaines différentes. Et donc, dans cet échantillon, on a uniquement des participants qui ont déclaré, souffrir d'anxiété, de dépression ou des 2, puisque les 2 ont tendance à corréler. Et donc vous avez quelques détails ici, en lien avec cet échantillon et notamment les disciplines représentées qui sont dans ce qu'on appelle les STEM, hein, sciences et techniques, donc plutôt, sciences, biologie, chimie, physique et géosciences. Et je vous propose d'aller directement sur les résultats. Alors l'article est vraiment bien fourni en termes de tableaux et de figures, donc autant aller chercher directement l'information, dans ces sources-là. Donc en ce qui concerne les facteurs qui sont en mesure, d'exacerber les problèmes d'anxiété et de dépression, vous voyez que sur le côté gauche ici de la diapositive, ce sont les facteurs qui sont liés aux activités de recherche, sur le côté droit, aux activités d'enseignement. En abscisse, vous avez la fréquence annuelle de situations qui vont mettre en avant ces facteurs problématiques. Donc, par exemple, ici, la comparaison avec autrui est bien plus fréquente que, les renforcements négatifs.
donc les feedbacks négatifs. En ordonnée, vous avez la sévérité, en fait, l'importance de l'impact sur l'anxiété et la dépression. L'anxiété étant en vert, la dépression en bleu. Donc ici, par exemple, si on prend le graphe à gauche, en haut à droite, je vais avoir les facteurs qui sont très fréquents et qui ont un impact très délétère, en fait, sur la santé mentale. En bas à gauche, je vais avoir les facteurs qui sont rares, qui apparaissent rarement, mais qui, en même temps, ont tendance à impacter faiblement cette santé mentale. Et donc ici, vous pouvez voir que, par exemple, l'anxiété est très influencée par les présentations en public, par les renforcements négatifs ou alors les attentes irraisonnables. De la même manière, hein, c'est le même système sur l'enseignement. Côté enseignement, le manque de formation à l'enseignement est un facteur qui va faire monter le niveau d'anxiété et la pression, par exemple, alors je prends vraiment que des exemples, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de variables. La pression à bien enseigner, est aussi un facteur qui intervient de manière fréquente et relativement importante sur l'anxiété. La dépression étant aussi influencée par ces facteurs, mais de manière un peu plus faible. Alors évidemment, si on parle de facteurs qui vont favoriser l'anxiété et la dépression, il y a aussi des facteurs protecteurs. Il y a des facteurs qui vont faire que les niveaux d'anxiété et de dépression vont baisser. C'est le cas notamment, vous voyez, hein, dans les activités de recherche, toujours à gauche, le support émotionnel qu'on obtient justement avec le support social des collègues, par exemple. Le fait de compléter les tâches, c'est-à-dire d'avancer sur les programmes de recherche, va avoir tendance aussi à faire baisser les niveaux d'anxiété et de dépression. Du côté de l'enseignement, le fait d'avoir confiance en soi, d'augmenter le niveau de structuration du travail ou les renforcements positifs émanant des étudiants sont des facteurs qui vont modérer, qui vont amener à être un peu plus protégés de l'anxiété et de la dépression. Si on va dans le détail, et je ne vous ai pas menti en disant qu'il y avait énormément de résultats dans cet article, les auteurs sont allés voir l'impact de variables sociodémographiques, notamment, sur ces effets. Donc ici, vous avez un tableau dans lequel ils résument une partie de leurs résultats. Donc on va en avoir plusieurs comme ça. Alors, vous allez avoir les facteurs qui sont dans la colonne de gauche et en ligne, à droite, vous allez avoir des variables sociodémographiques. Le triangle vide correspond à l'anxiété, le triangle plein correspond à la dépression. Et le sens du triangle correspond à la direction de l'effet. C'est-à-dire, si le triangle est vers le haut, ça veut dire que ce facteur va augmenter l'anxiété ou la dépression. S'il est vers le bas, c'est un facteur protecteur. Et donc, sans trop de surprise, puisqu'on a beaucoup d'études qui documentent ce type d'effet dans d'autres contextes, on voit que, par exemple, l'échec va avoir tendance à augmenter les niveaux d'anxiété et de dépression des étudiants en master et des doctorants, mais d'autant plus que l'on est une femme ou non binaire. De la même manière, si on appartient à la communauté LGBTQ+, on va beaucoup plus souffrir de l'impact de l'échec. Vous voyez aussi le fait de souffrir d'instabilité économique, financière, qui est aussi un facteur à risque. Et donc, vous retrouvez ces éléments-là. Alors, on va avoir les attentes irraisonnables, la comparaison avec autrui, et vous voyez que même on peut aller dans le détail, c'est-à-dire qu'on va avoir des facteurs qui vont avoir un effet délétère sur l'anxiété, comme le manque de support technique, mais pas sur la dépression. Donc, on a un niveau de finesse aussi dans les résultats qui est plutôt intéressant et qu'on n'atteint pas forcément dans toutes les études. Vous voyez aussi la colonne de droite où on a l'avancement dans le programme. Vous voyez que le fait d'avancer dans le programme, c'est-à-dire dans le nombre d'années d'études, va amener à moins souffrir, par exemple, de l'échec. Comme si on devenait quelque peu philosophe. On se rend compte peut-être aussi que l'échec fait partie du travail scientifique. Le manque de structure, peut-être que parce que tout simplement, on adopte, nous, des pratiques qui vont amener à structurer notre propre travail. Mais là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation. La même chose pour les aspects liés à la recherche. Donc le fait d'accomplir les tâches, de progresser dans son programme de recherche, ça a pour effet d'augmenter donc un certain nombre de facteurs. Et toujours pareil, vous allez avoir les variables sociodémographiques qui montrent que le fait d'être une femme non binaire, d'être dans certaines minorités ethniques, représente en quelque sorte des facteurs de risque. En fait, c'est des facteurs aggravants des effets
Toujours pareil, hein, c'est on passe assez rapidement, c'est toujours le même mode d'interprétation des résultats, mais ici, on a les aspects liés à l'enseignement. Donc le fait d'avoir de plus en plus de responsabilités va augmenter le niveau d'anxiété, les renforcements négatifs, la pression à bien faire, à bien enseigner, le fait de parler en public, tout ça, ça va augmenter l'anxiété et ou la dépression, et d'autant plus qu'on appartient à certaines minorités ou qu'on est une femme. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est instabilité financière qui est un facteur, vous voyez, récurrent, et dont on sait que même s'il y a un peu moins de recherche sur la précarité, dans le domaine de la recherche sur ces aspects-là, on se doute bien que ce sont des facteurs aggravants. Et les aspects qui vont protéger, eh bien ici, le fait de structurer un peu plus le travail, le fait d'avoir confiance en soi, les relations avec les collègues vont avoir un effet, protecteur aussi sur, tout ce qui est anxiété et dépression. Alors une autre chose qui était quand même très intéressante avec cet article, en tout cas, moi j'ai trouvé, c'est le fait de renverser ensuite la logique. C'est-à-dire de dire que les conditions de travail vont affecter les niveaux d'anxiété et de dépression, donc pénaliser la santé mentale, mais qu'en, en retour, les niveaux d'anxiété et de dépression vont impacter le travail lui-même. Et donc ici, on renverse la logique et on s'intéresse à l'effet de l'anxiété sur les activités de recherche à gauche et d'enseignement à droite. Donc à gauche, on voit que des niveaux élevés d'anxiété vont amener, par exemple, à éviter les tâches. On va être dans l'évitement. Probablement qu'on va aussi procrastiner. On va avoir des effets parfois positifs, comme l'attention aux détails, c'est-à-dire on va éviter peut-être aussi les critiques négatives en étant justement très précautionneux. On évite aussi la prise de risque avec des niveaux d'anxiété qui sont plus élevés. Ce qui est un peu dommage dans des activités de recherche où on peut nous demander précisément de prendre des risques. Dans les activités d'enseignement, on voit que, par exemple, on peut avoir une baisse de la productivité et des aspects plutôt positifs comme l'attention aux détails. Mais donc l'anxiété n'est pas sans conséquence sur les activités de recherche et d'enseignement. Et il en va de même pour la dépression. Des niveaux élevés de symptômes dépressifs vont amener à un manque de motivation dans la recherche, à un manque de concentration et à des niveaux d'estime de soi faibles. Et du côté de l'enseignement, on va manquer d'énergie ou on va ressentir une certaine déconnexion vis-à-vis des étudiants. Alors, comme je vous disais, on pourrait se perdre dans le niveau de détail des résultats, il faut les prendre dans leur ensemble, et c'est ce que font les auteurs dans leur partie de discussion. Ils essayent de récapituler tout ça, ce qui est quand même pas une mince affaire. Ce qu'on observe globalement, c'est que on a des niveaux d'anxiété et de dépression, chez donc ces étudiants en master et chez les doctorants qui sont relativement importants et qui sont supérieurs, comme d'autres travaux ont pu le montrer, à d'autres catégories de la population. Que le fait d'avoir, une relation entre encadrant et encadré, qui n'est pas forcément au beau fixe, le stress financier, le manque, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, où l'incertitude vis-à-vis des perspectives de carrière impacte négativement la santé mentale. De la même manière, les critiques négatives, les attentes complètement irraisonnables, le manque de formation, dans le domaine de l'enseignement sont aussi des éléments qui vont, impacter cette santé mentale plutôt négativement. Et à l'inverse, le fait d'amener du support, de la formation et du support émotionnel a tendance à réduire les symptômes. Point important également, donc c'est ce qu'on a vu dans ces fameux tableaux avec les triangles, c'est le fait que certaines minorités sont plus touchées, sont plus à risque dans ce contexte-là, c'est-à-dire que les relations entre le contexte de travail et la dégradation de la santé mentale sont plus marquées pour certaines minorités, les femmes non binaires, LGBTQ+, et les personnes qui vivent dans la précarité ou dans une instabilité économique. Et enfin, donc ce qu'on a vu sur les diapos précédentes, ces niveaux d'anxiété et de dépression qui, en retour, vont impacter majoritairement négativement les activités, d'enseignement et de recherche, ce qui en fait, une problématique double, au fond, pour les institutions. C'est-à-dire que d'une part, c'est une problématique sanitaire, pour les institutions, pour leurs étudiants et leurs employés, mais à côté de ça, c'est une problématique de qualité de formation qui peut se poser. C'est-à-dire que des étudiants et des salariés qui sont en mauvaise santé mentale, ce sont des étudiants et des salariés qui sont dans des contextes qui ne sont pas propices aux activités qui sont attendues. Voilà.
J'en ai fini, j'ai essayé de faire un tour un peu global de ces résultats-là, sachant que l'article est relativement facile d'accès, et que je serais très content de discuter des résultats de cet article, d'autant plus qu'encore pour une fois, on va dire qu'il y a peut-être d'autres cas, mais c'est relativement rare, on a des données empiriques qui permettent de faire le lien entre, des facteurs incriminés ou en tout cas suspectés et des outputs en termes de santé mentale. Tout, Ouais. je t'en prie. Moi, c'est pas tellement une question qu'une remarque, puisque on a vu qu'en tout cas, être dans une position, minoritaire, comme ça soit les femmes, les LGBT, où on a plus tendance à développer, anxiété et dépression, sur pas mal de critères. Mais aussi, j'ai l'impression la culture, par exemple, les personnes qui se sont identifiées comme asiatiques, il y a tout un tableau où elles, ça augmente, enfin, leur risque aussi de dépression sur tout un tas de facteurs. Et enfin, ça peut traduire aussi une certaine. Je sais que par exemple, dans certaines cultures asiatiques, il y a une sorte de pression à la réussite ou une anxiété sociale assez élevée. Et par exemple, dans la présentation, enfin, je sais plus ce qu'il y avait sur le tableau, mais présentation en public, bah, être asiatique et présentation en public, ça avait un plus fort lien avec la dépression. Donc, en plus de appartenir à une minorité, euh, voilà, appartenir à une minorité, il y a aussi la culture qui joue, j'ai l'impression, pas mal. Après, est-ce que les auteurs en parlent, de cette spécificité? Alors, c'est intéressant effectivement parce qu'il y a des aspects culturels et les auteurs en restent à un niveau ne vont pas dans ce niveau de détail en termes Hmm. d'interprétation, mais on pourrait se dire effectivement, il y a des aspects culturels, peut-être aussi on n'a pas contrôlé par exemple par le niveau de langue. C'est-à-dire qu'on peut Ouais, avoir aussi des personnes qui sont dans des minorités ethniques où le niveau de langue est moins bien maîtrisé et donc par exemple intervenir en public est peut-être plus délicat. aussi, oui. Peut-être aussi qu'il y a des attentes qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire des entre guillemets «des choses à prouver», même si c'est pas voilà, c'est pas quelque chose d'officiel, mais c'est pas avéré. Mais peut-être qu'il y a le sentiment d'avoir quelque chose à prouver, d'avoir à faire mieux, pour prouver qu'on a sa place et qui viennent aggraver peut-être effectivement les effets sur la santé mentale. Après aussi, peut-être qu'on a, des effets en quelque sorte d'interaction avec, par exemple, le statut socio-économique, puisqu'on sait que là, on voit qu'il y a un effet aussi de la précarité financière. Ouais. Donc là aussi, on peut avoir, enfin, je pense que ce sont des données qui sont très, très riches et en soi, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait avoir en énorme questionnaire, si en plus il y avait des follow-up là-dessus. Ce serait très intéressant. Oui, Alex? Ouais, bah, je trouvais les données super riches, super intéressantes, effectivement. Merci Eric d'ailleurs. Ouais, ma question c'était juste en termes d'intersectionnalité. Est-ce qu'ils ont regardé les croisements et notamment si tu avais des croisements de caractéristiques sociodémographiques qui sont particulièrement à risque ou vulnérables? Alors, j'ai pu regarder, alors c'est le format Nature, donc il y a tout un document d'analyse supplémentaire, qui est beaucoup plus long que l'article lui-même. Hem, alors de ce que j'ai vu, il y a assez peu de croisements, réalisés. Je pense aussi parce qu'on en arrive vite à des effets, d'interaction double, triple, enfin voilà, ça devient assez délicat aussi des fois en termes de risque d'erreur. J'ai plus en tête aussi les proportions de chaque, minorité qui peut aussi impacter la validité des résultats. Mais dans tous les cas, je trouverais ça très intéressant d'avoir, ce niveau de granularité, dans les résultats et d'avoir aussi pour une fois une étude qui se concentre pas sur, une minorité ou sur une thématique bien précise, mais d'avoir vraiment tous ces éléments-là qui sont justement issus en fait des entretiens qui ont été réalisés auparavant et qui ont permis de créer justement tous ces facteurs. En tout cas, de les délimiter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Si vous êtes sous le coup de toutes ces nouvelles? Trop de dépression et d'anxiété, je crois. On regarde tous si on a le budget, de Noël à mettre dans les thérapies. Bon, après, c'est justement, ce serait une question en soi, hein. C'est que, une réaction, entre guillemets «naïve» à ce type de données, ce serait de penser qu'il faut mettre tout le monde sous thérapie, alors qu'on voit très clairement qu'en fait, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, et qui sont notamment organisationnels ou culturels et qui peuvent avoir un effet protecteur. Ah Et c'est donc sûr, notamment en termes de prévention, parce que la thérapie, c'est très bien une fois que
Alors déjà, si elle fonctionne, c'est un premier critère et si en plus elle intervient au bon moment. Mais pour de la prévention, on va pas forcément se tourner vers des approches thérapeutiques. Donc c'est vrai que déjà créer un terreau qui soit un peu moins fertile, un peu moins propice aux problèmes, serait déjà alors c'est facile à dire bien sûr, mais ce serait déjà la première étape. Alors je suis d'accord, mais j'ai quand même l'impression que ces organisations, sont plutôt conscientes de ces éléments et n'ont pas forcément, alors ça peut être une question de moyens, une question de personnel ou une question de différents services, je sais pas quoi, mais j'ai pas l'impression que les universités soient vraiment, non, enfin, minimisent un peu l'importance de ces éléments. J'ai un peu l'impression qu'ils minimisent un peu l'importance de ces éléments. Après c'est un avis personnel. Ah, c'est une manière de voir les choses. Après, je me demande aussi dans quelle mesure, il y a tout simplement peut-être une conscience, de la problématique, mais une difficulté à agir efficacement. Parce que, bah, de la même manière que nous, c'est parfois très facile sur le versant recherche de dire: «Ah bah, il faut faire ci, il faut faire ça». Mais si on devait le faire concrètement sur le terrain, on serait peut-être bien en peine. En réalité, ça passerait par tout un tas de mesures, d'intervention sur le long cours et peut-être aussi qu'on est face à des institutions où, la flexibilité et la marge de manœuvre est peut-être limitée. L'expertise peut-être aussi, parce que ce sont des thématiques où nous on parle avec des effets, bah, voilà, des effets heu, qui présentent un certain niveau de validité scientifique. Si on est coupé de ce monde-là, ça peut vite devenir peut-être un casse-tête pour intervenir ou alors au contraire, ça peut amener aussi à mettre en place des programmes et des interventions qui soit sont inefficaces, c'est-à-dire parce qu'elles sont pas evidence-based, soit qui peuvent avoir des effets boomerang. Ce qu'on a pu observer sur d'autres thématiques. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que je précisais au début, c'est pas forcé enfin, ça peut être, lié à plusieurs choses, notamment des manques de budget, mais j'ai pris ça comme exemple, mais c'est vraiment cette idée que c'est pas forcément, de la faute des organisations, mais il y a parfois, ils ont tendance justement parce qu'ils ont des contraintes à, minimiser certains éléments qui pourraient faire la différence. Enfin, ça après, c'est mon impression. Après, je pense que c'est aussi l'intérêt de ces articles-là, de pouvoir pondérer aussi les facteurs. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui interviennent, mais il y a peut-être ça permet d'identifier peut-être des priorités, des axes prioritaires qui permettent, ensuite de développer, bah, des politiques publiques ou des stratégies d'établissement, qui permettent d'agir. De se dire, bah, finalement, là, on voit qu'il y a des différences dans l'état et des faits. On peut avoir aussi des approches qui sont un peu plus épidémiologiques. C'est-à-dire on voit les facteurs de risque et on peut être dans la prévention, c'est-à-dire essayer de couper l'herbe sous le pied des problèmes de santé mentale, comme ça a pu être fait, par exemple, sur d'autres thématiques. Si on prend, par exemple, le cas de la radicalisation, qui est complètement différent, mais on a eu le même switch, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est passé d'approches qui étaient des fois pathologisantes à des approches plutôt de prévention et de détection de facteurs de risque pour justement diminuer la sensibilité, en fait, au phénomène. Ah, c'est sûr, je suis d'accord. Mais du coup, ça fait que ce genre de papier est super. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut, s'arrêter là. Bien, merci beaucoup et puis, bah, rendez-vous en réunion d'équipe.